Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur la surprise de la dernière keynote d'Apple, le nouveau MacBook, un portable ultra léger et ultra fin qui soulève pas mal de questions par la présence d'un seul connecteur, l'USB-C. Alors question, est-il la matérialisation de la vision de l'ordinateur de demain d'Apple? Débat, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'On refait le Mac consacrée au nouveau MacBook. On va essayer de dresser ensemble le portrait de l'ordinateur portable de demain. Et pour débattre avec nous cette semaine en plateau ici, le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va pas mal, on va parler du nouveau MacBook. Ce sera plus marrant que l'Apple Watch. Voilà, j'ai pas encore amené la bouteille de champagne parce qu'il avait parié pour le MacBook. On fera ça dans une autre émission lorsqu'on l'aura vraiment en main parce qu'évidemment il n'est pas encore sorti donc on n'a pas pu le tester, mais on peut déjà dresser un premier bilan. Et pour en discuter avec nous en duplex, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Tu vois, en l'absence de Cédric, c'est moi qui porte haut les couleurs de la technologie Google. Donc là, je t'ai fait un petit panaché de tous les effets de cryptage de Google Hangout, dont le dernier qui s'appelle Background. Ouais. C'est pour ça que vous voyez des petits carrés psychédéliques derrière moi et pas ma cuisine, ma traditionnelle cuisine. Malheureusement, on n'utilise plus iChat d'Apple, enfin message d'Apple depuis à peu près 150 émissions. Il n'a plus évolué, donc on utilise les technologies de Google pour faire On refait le Mac. C'est un paradoxe. Autre habitué, notre vigie d'Internet, notre vigie de Twitter, l'atout charme de cette émission. Il s'agit bien sûr de Fanny Bouton, de Melty.fr et de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors il y a plein de questions déjà sur Twitter pour cette émission, pour ce MacBook qui a fait couler beaucoup d'encre déjà. On a pas mal de réactions et un petit peu d'agressivité on sent dans toutes ces questions. Oui, ça soulève pas mal de questions, mais n'allons pas trop vite. Et enfin, dernier chroniqueur ce soir depuis la rédaction de Clubic à Lyon, Stéphane Rocher. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, de retour donc bac. Bien. Retour de Morton aussi. Voilà. Oui, beaucoup d'actualités du côté de Clubic également. Vous avez beaucoup fait de papier autour du MacBook. Et le MacBook, on va en parler également cette semaine autour du chiffre de la semaine. Cette semaine, le chiffre de la semaine, Olivier, c'est 13,1. Qu'est-ce que c'est? C'est l'épaisseur du nouveau MacBook. On s'est tous demandé si c'était l'ordinateur le plus fin du marché. Ouais. La réponse, c'est non. Ah bon? Puisque Asus a dans ses cartons une machine de 12,3 mm par rapport au 13,1 du MacBook. Effectivement, ça ne fait pas beaucoup, mais ce qui est d'assez étonnant, c'est que dans ce châssis très fin, Asus a lui réussi à mettre des ports USB 3, du micro HDMI, une sortie audio, alors que du côté du MacBook, on trouve juste un jack et de l'USB type C. Alors de votre côté, de notre chroniqueur, quelle est votre réaction au fait qu'effectivement, il semblerait qu'Apple, s'il a choisi l'USB-C, ce n'est pas uniquement pour des raisons de design et d'esthétique. Votre sentiment, notamment du côté de Stéphane, autour de cette machine d'Asus, qui est étonnamment fine et qui conserve des ports USB classiques. Ouais. Alors effectivement, elle est fine, mais ce que Asus a publié un tweet là-dessus qui était assez amusant. Mais ce qu'ils oublient de préciser, par contre, c'est que la machine d'Asus c'est un 13,3 pouces, donc il y a peut-être un peu plus de place aussi. Oui, c'est déjà une différence, sachant que le MacBook est un 12 pouces. Oui. Voilà. Après, sur l'USB type C, je pense qu'il y a moi, je vois deux raisons principales. C'est notamment le fait que Apple aime bien être les premiers sur une nouvelle connectique. Ils ont été pionniers, bon, on en parlera plus tard, sur l'USB avec l'iMac, sur le Thunderbolt récemment. Là, c'est aussi, c'est aussi une histoire de se montrer un petit peu à l'avant-garde. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose que je vois, c'est la familiarité du connecteur avec le Lightning. Sachant que c'est aussi un connecteur réversible, et je pense qu'Apple cherche peut-être à séduire un petit peu les utilisateurs d'iPad notamment, qui sont déjà plus habitués à ce genre de petites connectiques réversibles, et c'est intéressant pour eux, je pense, d'avoir ce type de connectique, mais c'est pas exactement la même sur tous leurs appareils en fait. Alors on va se tourner vers leurs portables les plus mobiles en fait. On va se tourner vers l'historique d'Apple, à savoir Monsieur X. Cette course à la minceur, ça existe depuis qu'Apple existe quasiment, notamment pour les portables. Et là, apparemment, ils se sont fait prendre à leur propre jeu du côté de chez Apple, Monsieur X. Sur la minceur, oui. Maintenant, est-ce que c'était vraiment leur objectif d'être le plus mince du marché? Le plus mince, je ne sais pas, Olivier. Et puis, la question, moi, je pense la première question qui a surgi quand j'ai vu cette machine, c'est plutôt de me dire, pour une fois, qui a été le donneur d'ordre de cette machine? Est-ce vraiment Apple? Parce que Apple nous a sorti beaucoup de nouvelles connectiques, on vient de le dire, dans les années passées. Alors, on peut citer Lightning, on peut citer Thunderbolt, on peut citer MagSafe, qui est une connectique en tant que telle.
avec chaque fois des messages, on les met pas, mais assez clairs dans la direction. Là, c'est une nouvelle connectique, et en revanche, le pourquoi du comment, on n'arrive pas à le comprendre immédiatement en tous les cas, et on se demande si c'est Apple qui a conçu cette machine ou si c'est Intel qui est à l'origine de cette techno de connecteur unique, qui a conçu et poussé et convaincu Apple de sortir cette machine. Mais je ne pense pas que la minceur était forcément... L'effet recherché. Ça tombe bien, ouais. parce que c'est un peu on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la vision d'Apple. Hein. C'est le thème de cette émission. Mais je me retourne un instant auprès de Stéphane, qui est un petit peu l'observateur du monde PC de par son activité à Clubic. Effectivement, du côté d'Intel, cette plateforme, tu penses qu'ils l'ont réservée d'abord à Apple avant les autres constructeurs? C'est déjà arrivé par le passé. Hein. C'est déjà arrivé par le passé, hein. On se souvient du Thunderbolt et aussi sur le MacBook Air aussi. Le premier MacBook Air, le premier processeur. Disposait d'une version, alors je ne sais plus quel processeur c'était encore. Core de Duo. Core de Duo, ouais. Et ils avaient été les premiers, justement, ils avaient vu cette plateforme qui n'était même pas finie apparemment à l'époque. Je crois que c'était un truc en projet en fait, et ils avaient tout de suite décidé de l'adopter. Après, bon, on va revenir après sur les histoires de est-ce que c'est Apple qui a inventé l'USB Type C, etc. On verra ça tout à l'heure, si tu veux bien, Stéphane. Mais je pense oui, effectivement, il y a peut-être c'est rien que c'est étonnant. Pour une nouvelle connectique, on aurait plutôt pu penser qu'ils allaient carrément partir vers leur Lightning. On aura l'occasion de revenir sur un petit peu l'origine, qui est vraiment le père de ou la mère de cette connectique. On va essayer de comprendre avec Paul un petit peu comment Apple a réussi à amincir cette machine. On sait que jusqu'à maintenant, le standard du marché, Paul, c'était le MacBook Air. Hein. Il a été beaucoup imité. Apple avait besoin de marquer le coup et il a commencé par essayer de réduire au maximum l'épaisseur de cette machine, notamment par un nouveau clavier. Oui, alors le nouveau clavier qu'on voit derrière moi, justement, c'est le clavier avec un mécanisme qu'Apple a appelé Butterfly, papillon. C'est-à-dire qu'avant, donc, on connaissait les claviers avec les actions en ciseaux. Maintenant, c'est comme ceci, en fait, et la touche s'enfonce moins profondément, mais on garde quand même un retour un peu physique, oui. Alors que d'après les premiers tests... Il y a du retour. En fait. Il y a du retour, mais la touche, quand on voit les photos, le clavier déjà affleure les bords, mais en plus, non seulement, on a un son qui a plus de profondeur. Donc, quand on tape, il paraît qu'il y a quand même un temps d'adaptation, parce qu'on a quasiment l'impression de taper sur un iPad. C'est-à-dire que le nouveau mécanisme a l'air certes prometteur, il permet certes de conserver des touches physiques, mais est-ce qu'on va pouvoir taper très longtemps sans avoir l'impression de taper sur un iPad? Ça reste à voir. Autre chose qu'il faut dire sur ce clavier, oui. C'est que les touches grossissent de 17% chacune, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus larges. Et est-ce que c'était pour remplir On ne comprend pas très bien pourquoi Apple a fait ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé les touches trop petites. Phil Schiller... Sauf si tu as des gros doigts. Sauf si tu as des gros doigts. Phil Schiller, si tu nous regardes. Phil Schiller a défendu le mécanisme papillon en disant que les touches étaient plus grandes, qu'elles ne bougeaient plus sur les coins comme les touches en ciseaux. Bon, les claviers des MacBook étaient déjà un peu des références et ils étaient plutôt agréables. Là, il faut vraiment voir ce que ça donne avec la finesse qu'on a gagnée. Est-ce qu'on va avoir l'impression de taper sur un clavier en fait? Sachant que le clavier aujourd'hui maintenant affleure carrément les bords de la machine. Monsieur, vous n'étiez pas là lors du direct, on n'avait pas eu votre réaction justement à l'arrivée de ce nouveau clavier. Comme quoi Apple a encore des arguments marketing, même pour nous vendre des technologies aussi basiques que les touches d'un clavier, monsieur X. Oui, mais c'est pas bête hein, comme argument. Hein. Avoir de la place et éviter les effets d'erreur quand tu tapes, que ce soit sur un écran tactile ou un écran physique, ça reste quelque chose d'assez important. Maintenant, moi je pense que si on veut être plus précis, il faut avoir plus d'espace entre les touches. Là, c'est le contraire qui est proposé. Ouais. On verra l'usage. Une fois de plus, l'argument marketing de Phil Schiller, j'ai du mal à le comprendre. Parce que moi, au contraire, j'aurais mis de l'espace entre les touches pour obliger les gens à être plus précis. Mais j'aurais certainement pas agrandi les touches. Je pense que ça va, au contraire, éventuellement, gros doigt au petit doigt, amener à faire plus d'erreurs, cet effet papillon. Alors maintenant, je finis juste là-dessus. Les touches papillon, elles sont peut-être plus solides. Et ça, il ne l'a pas dit parce qu'il ne l'avouera jamais, parce que les touches en X, là, qu'évoquait Paul, en revanche, ils ont des tas de problèmes dessus. On en parlera peut-être un jour. Moi, j'ai changé moult touches sur mon MacBook Pro 2012. Donc, c'est peut-être une manière aussi de renforcer cette fonction-là, les touches qui est très sollicitée et qui est, à mon avis, pas au niveau chez Apple. Paul.
Non, par rapport à ce que disait Monsieur X sur la grandeur des touches, il a entièrement raison. Et il faut se rappeler que quand 9to5Mac a dévoilé cette machine, on peut vraiment parler de dévoilement. Encore une fois, c'est épatant la manière dont 9to5Mac a réussi à remonter cette info. C'est étonnant quand même. Hein. Des mois à l'avance, et ils avaient raison sur tout. Sur tout, exactement tout, le placement de l'USB, enfin bref. Mais ils avaient annoncé quelque chose, c'est que le clavier, les touches seraient réduites et non pas agrandies. Ouais. On savait que le clavier affleurait, mais ils avaient dit que les touches étaient plus petites, justement pour des questions de précision, de place. Et Apple a été dans le sens inverse, et je pense que Monsieur X a raison. Les grosses touches, c'est pas forcément pratique pour taper rapidement. On a hâte de pouvoir le tester. Tu voulais dire quelque chose, notre ami Stéphane? Oui, ben, enfin, je voulais dire juste que c'était un petit peu un retour finalement au clavier d'avant les MacBook Unibody, puisqu'on sur les anciens claviers des PowerBook, etc., des iBook à l'époque, on avait des touches qui se touchaient. Ouais. Mais elles étaient sculptées. À ce propos, c'était, je sais plus qui un blogueur américain qui était présent à l'event a dit que le retour était assez proche, par exemple, des claviers type cover des Surface, en fait. D'accord. Aux courses. Donc voilà, effectivement, si c'est bon, le cas, effectivement, il y a vraiment pas beaucoup de courses dans les touches. Ah, d'accord. Donc c'est assez raide, en clair, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on n'est pas très loin finalement de l'impression de taper sur un clavier tactile, d'un écran d'un iPad. Mais bon, n'allons pas trop vite parce qu'on va parler d'écran tactile ce soir. Autre amélioration sensible de cette machine pour essayer de gagner en épaisseur, et c'est un petit peu l'innovation la plus importante en termes de technique, qui est la plus visible, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération d'un trackpad, le pavé tactile, qui permet de piloter le pointeur de la souris, la flèche à l'écran. Une nouvelle génération, Paul, baptisée Force Touch, ou Force Touch, ouais. Comment ça marche? Alors en fait, Force Touch, c'est comme on peut le voir dans la vidéo, c'est une technologie héritée de l'Apple Watch. Donc Phil Schiller a encore une fois redit que ce qui a été fait dans la montre, dans l'iPhone, dans l'iPad se retrouvait dans le Mac et inversement. C'est ce que Steve Jobs avait déjà expliqué dans Back to the Mac en 2011. Donc ce qu'on voit là, c'est des électroaimants. En fait, le trackpad, il n'y a même plus la place pour qu'il s'enfonce, ne serait-ce que d'un demi-millimètre. Donc il est plat, c'est une surface en glace. Mais maintenant, il peut détecter la force. Donc quand on tape, on a un clic, on a un retour. D'après les premiers tests, on a vraiment l'impression de cliquer, ça ne vibre pas, ça clique. Et on a par contre cette couche de capteur qui permet d'enfoncer en fait son doigt sur le trackpad. Et le trackpad va avoir l'impression d'un clic de plus en plus fort. Et donc par exemple, c'est la démo qu'on a vue de la vidéo QuickTime qui accélère de plus en plus vite si vous pressez de plus en plus fort. Donc là, il y a un capteur de pression qui est capable de déceler le niveau de pression proportionnel à la force que vous mettez sur le doigt. Stéphane, tu as eu l'occasion de l'essayer puisqu'il est arrivé également sur les MacBook Pro Retina 13 pouces. Donc tu en as eu un en main. Quel effet ça t'a donné? J'étais vraiment bluffé en fait par la ressemblance entre ce faux clic et le clic des MacBook actuels. Donc vraiment la même sensation. Il n'y a plus de bouton, le système est plat. Ouais, d'accord. Il faut vraiment éteindre le portable complètement pour se rendre compte qu'on clique dans le vide, parce que le retour est vraiment bluffant. Et aussi à ce niveau, justement pour ces différents niveaux de pression, on a non seulement l'impression d'avoir un clic, mais un clic qui a plusieurs niveaux de profondeur. Donc c'est assez déroutant au premier abord, mais vraiment assez réussi. Moi j'avais vraiment peur, parce que c'est vraiment le clic des trackpads des MacBook, c'est vraiment un des points forts, je trouve, de ce trackpad. C'est sûr, par rapport au petit bouton qui est sur le PC. Il n'y a pas de bouton, c'est tout le trackpad en fait qui fait office de bouton. Qui est sans équivalent sur PC, parce que sur PC, on n'a jamais vraiment réussi à trouver des trackpads aussi réussis, que ce soit au niveau glisse ou justement au niveau de gestion de ce clic ou des gestes. Et là, on a vraiment, on perd rien en fait. Et on gagne même, puisqu'effectivement, contrairement au trackpad actuel, où seule la partie basse est vraiment cliquable, là, on peut cliquer sur n'importe où sur le trackpad et on a toujours le même retour. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai eu l'occasion aussi de l'essayer aujourd'hui avant de faire cette émission. Et c'est vrai que vraiment pour être sûr, moi j'ai un MacBook Pro 13 Retina ancienne génération. Et pour moi, il n'y avait pas de différence. Et je m'en suis pas rendu compte. Il a fallu que j'aille dans les préférences Apple pour bien voir que la fonction était activée. C'est amusant parce que les gens de l'Apple Store n'étaient pas forcément au courant non plus, mais bon, passons. Monsieur X, alors on le voit, ce système de pression, la possibilité de détecter concrètement qu'on appuie plus fort ou moins fort. Voilà une belle avancée ergonomique, peut-être beaucoup plus simple à assimiler que toute la myriade de gestes qu'Apple a essayé d'introduire depuis plusieurs années et qui ne sont pas forcément faciles à mémoriser, Monsieur X. Ouais, moi, il m'a fallu 10 ans pour taper à plus de 2 doigts. Donc, quand Apple a sorti ses multigestes 3 doigts, 4 doigts, main gauche inversée, main droite dans le cou, moi, je m'y suis pas fait. Surtout que j'étais de la vieille école, c'est-à-dire l'école des raccourcis, dont était très friand Apple, les fameux pommes quelque chose, qui sont devenus les combinaisons de commandes quelque chose sur les nouveaux claviers. Donc, moi, j'attendais quelque chose de nouveau pour le clic. J'ai pas eu encore la chance de l'essayer.
Mais ça, j'y crois pas mal. Avoir vraiment toute la surface du trackpad qui permette de faire le clic et simplement d'appuyer plus fort son doigt. Si la détection entre je glisse mon doigt et j'appuie, ce qui est un ordre de clic est bien faite, ça peut être un vrai truc. Alors, c'est peut-être pas une révolution ergonomique, hein, mais on peut gagner en fluidité, en rapidité, en confort. Moi, l'idée me plaît bien et puis j'espère plus quand je l'aurai testé. Concrètement, là, on voit très bien la matérialisation de la vision d'Apple concernant le futur de l'informatique portable par rapport au monde PC, Stéphane ou Fanny. Le monde PC, eh bien, on a franchi un cap il y a près de 2 ans maintenant avec une interface tactile. Du côté d'Apple, on veut faire une migration tout en douceur. On fait intervenir des fonctionnalités tactiles via un trackpad. Donc, ça veut dire que vraisemblablement, les prochaines versions de Magic Trackpad, hein, le petit trackpad pour les ordinateurs comme l'iMac, on sera doté également. Là, il y a une vraie différenciation, une vraie différence de philosophie entre le monde PC et le monde Mac, Fanny. Ouais, bah, je t'avouerai que moi, c'est vrai que je suis assez friande du côté tactile des PC et que je commence à me poser la question, vu les évolutions, de retourner justement sur un modèle ultra léger, parce qu'on commence à quand même avoir des ultrabooks, même dans le monde PC, qui s'approchent du MacBook Air. Et là, ça finit par... Là, clairement, je ne vais pas changer de MacBook, ça c'est clair. Je vais rester sur mon MacBook Air encore un petit peu et quand j'en aurai marre, ben, je vais voir. Mais j'irai tendance à aller vers à retourner vers le PC. C'est assez étonnant ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, que les constructeurs de PC n'aient pas amélioré. Hein. On sait que ce n'est pas la force des PC en général. Moi, je me souviens même des ThinkPad avec le petit pointeur qu'il y avait au milieu du clavier, qui était une erreur en termes d'ergonomie. Ça ne me semble pas très compliqué de proposer un clavier, un trackpad élargi. Est-ce que du côté du PC, il y a eu des avancées de ce côté-là récemment? Il y a quand même eu des avancées hein, sur les derniers ultrabooks qu'on a pu tester. Il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Ouais. Moi, je pense que le principal frein, c'est toujours le même vis-à-vis de Windows, c'est-à-dire qu'Apple maîtrise à la fois le software et le hardware, alors que la gestion des trackpads sur les ordinateurs sous Windows, ça passe toujours par des fabricants tiers de trackpad, par des pilotes qui sont pas gérés par Microsoft. Bon, même sur la Surface Pro 3, par exemple, le trackpad du clavier a un petit peu évolué, mais c'est quand même pas la panacée. Mais c'est vrai qu'on constate un mieux, mais il y a toujours une avance d'Apple sur ce sujet, parce que, comme tu dis, vu que Microsoft, en plus, via Windows 8 puis Windows 10, maintenant, cherche plus à développer le côté tactile, alors qu'Apple sont vraiment ancrés dans cette idée de faire du tactile uniquement avec un trackpad, forcément, ils mettent beaucoup plus d'efforts là-dedans. On va voir qui aura raison dans quelques années. L'autre évolution majeure de cette machine, on en parlait en préambule de cette émission, il s'agit bien sûr de la nouvelle connectique, l'USB Type C, donc une seule prise USB d'un nouveau format. Il y a encore un autre connecteur qu'on ne voit pas sur cette vidéo, caché de l'autre côté, la prise mini jack pour le casque, mais c'est la seule prise disponible, Paul. Alors concrètement, ça marche comment? Et on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais quelles sont ses spécificités? Ça marche comment? Ça marche plutôt bien d'après ce qu'on sait, mais le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose de disponible. Apple joue les précurseurs comme elle l'avait fait en 2008 avec le premier MacBook Air. C'est une prise donc réversible qui ressemble un petit peu au Lightning, hein, on l'a dit. Donc il y a des pins supplémentaires par rapport à l'USB. On peut donc la mettre d'un côté comme de l'autre. Et surtout sa particularité, c'est de pouvoir faire plus que de l'USB. C'est-à-dire qu'elle peut faire passer jusqu'à 100 watts d'électricité, elle peut faire passer de la vidéo, elle peut faire passer du son, elle peut faire passer des données, elle peut faire passer du réseau, elle peut même faire passer du Thunderbolt avec un mode qui s'appelle l'Alternative Mode. Donc c'est une prise qui peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Le Thunderbolt ou du DisplayPort pour la vidéo? Les deux. Aujourd'hui, elle ne le fait pas encore. Aujourd'hui, elle ne le fait pas, mais c'est faisable. Après, elle demande des adaptateurs, surtout sur une machine qui ne comporte qu'un port. Voilà, moi c'est ça que j'ai pas compris. Qu'Apple dise on passe à l'USB Type C, très bien. Mais ils auraient mis un port de chaque côté, ça aurait tué personne. Ouais. Là encore une fois, on va essayer de comprendre pourquoi Apple n'a mis qu'un seul port, mais il y a eu une petite polémique en préambule avant d'arriver à ce sujet-là sur le web autour de la paternité de ce port informatique. Un blogueur bien connu, notamment John Gruber, a affirmé lors de son podcast que ce port est à l'origine un port d'Apple qu'il aurait mis à disposition de l'industrie informatique. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de ton côté? Qu'est-ce que vous en savez, vous, de votre côté, de la rédaction de Clubic, Stéphane? Alors, je crois que John Gruber s'est un petit peu rétracté depuis. Il a dit en fait que Apple n'avait pas inventé le port, mais l'avait pratiquement inventé. Enfin, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement sa formulation exacte. Il a dit ça, ouais.
Alors, effectivement, il y a eu une petite polémique, notamment suite à 9to5Mac, encore eux, parce qu'ils sont très très actifs en Ils ce sont moment. partout, tu veux dire. Et en fait, ils sont allés chercher dans les documents de la spécification et ils ont trouvé en fait que sur les 78 ingénieurs qui avaient travaillé sur la spécification USB-C, il n'y avait que 18 ingénieurs Apple. Donc leur conclusion, c'est que si c'est bien Apple qui a inventé l'USB-C, ils ont bénéficié d'un gros coup de main d'autres constructeurs. Moi, ce que je note, c'est le connecteur. Alors, je l'ai pas vu en vrai, mais il y a un truc qui m'a frappé par rapport au Lightning. Je trouve quand même pas très Apple dans sa conception. Alors certes, il est réversible, mais par exemple, il y a la languette qui est à l'intérieur de la prise, contrairement au Lightning. Enfin, la partie, le Lightning m'a l'air beaucoup plus élégant et plus abouti dans la philosophie d'Apple. Ouais. Alors peut-être qu'il y a eu des compromis qui ont été faits depuis justement par les autres ingénieurs. Après, la théorie, c'est plausible, hein, la théorie selon laquelle Apple serait à l'origine, mais je pense que s'ils avaient vraiment été majoritairement à l'origine de ça, je pense qu'ils auraient communiqué dessus. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils n'aient pas du tout communiqué sur le sujet. Surtout que Paul, il y a d'autres produits, d'autres appareils qui l'adoptent, qui ont commencé déjà à l'adopter également. Ah bah c'est une norme, et là c'est pas comme le Thunderbolt, c'est-à-dire que c'est une norme où on s'est tous mis d'accord sur le même connecteur, tout le monde va s'en servir, donc on sait qu'il y aura des périphériques pour ce MacBook. C'est vraiment une norme. Et là où Stéphane effectivement dit Apple a fourni que 18 ingénieurs, il ne faut pas oublier que Intel, qui était la première partie du projet, n'en fournissait que 24. Ouais. Donc à eux deux, ils faisaient quasiment la moitié du projet. Donc effectivement, Apple s'est énormément investi. Pour comparaison, je crois que Dell en a fourni 3 ou quelque chose comme ça. Donc bon, Apple s'est beaucoup investi là-dedans. Elle n'en est pas l'inventeur. À mon avis, elle n'en a pas la paternité. Et par contre, elle a beaucoup participé à l'élaboration de ce standard. Et je pense que aussi, juste pour finir, que la prise physiquement ne peut pas avoir une forme plus proche du Lightning, parce que sinon il aurait fallu retirer des pins et on perdait l'avantage de l'alternative mode et de plein d'autres choses. Pour l'instant. Mais c'est clair que ça sert clairement leurs intérêts, d'avoir un connecteur qui ressemble au Lightning et qui leur permet de faire des choses encore plus fines. Pour revenir à ce qu'on disait au début, effectivement, peut-être que le MacBook n'est pas encore le maximum qu'on puisse atteindre en termes de finesse avec cette USB type C, mais on peut imaginer qu'ils iront encore plus loin, notamment en virant le jack audio à terme. Oui, qui est là depuis des années et que lui n'a jamais évolué, c'est assez étonnant, effectivement, et qui peut même carrément obsolète aujourd'hui, notamment si on veut écouter de la musique en numérique et en HD. Bref, Monsieur X, quand même cette polémique autour d'imposer un nouveau standard à l'ensemble de ces utilisateurs qui ont des périphériques en USB 3 ou en USB 2 par centaines, du Thunderbolt, du DisplayPort et j'en passe, de l'Ethernet. Ça nous rappelle une polémique autour d'une autre machine il y a quelques années, Monsieur X, c'était l'iMac bien sûr, qui avait inauguré non seulement l'USB, mais qui avait supprimé aussi le lecteur disquette. Oui, absolument. Et puis on l'a eu aussi avec la suppression du lecteur de CD-DVD dans le MacBook Pro. Et moi, j'étais pas convaincu, mais on est habitué avec ça. Avec Apple. Ça fait partie quelque part de son ADN, de dire bon allez, on passe un cap et on propose une évolution majeure et on force un peu la main, on tourne un peu, on fait une clé de bras à l'utilisateur parce que sinon il ne le fera pas, il ne le fera jamais. Absolument, donc c'est simplifié à l'extrême, mais la motivation sous-jacente c'est toujours l'usage, c'est-à-dire simplifier pour simplifier la vie des gens, et il y a toujours un message clair. On l'avait encore vu avec le Lightning, parce qu'effectivement on a pu à se poser la question de dans quel sens je vais mettre le câble, on l'a vu avec MagSafe qui m'a sauvé la vie, moi, des tonnes de fois. Là, ce que je ne comprends pas avec l'USB-C, alors que ce soit un connecteur qui fasse tout ça, génial, mais pourquoi un seul? Il est tellement petit, ils auraient pu en mettre deux. Ça aurait été peut-être plus simple, parce que des fois, je peux avoir envie de recharger mon MacBook et puis d'accéder à un disque dur à autre chose. Donc, pourquoi un seul? Mais la vraie question, c'est pourquoi avoir supprimé MagSafe, qu'on passe tout, ce qu'on appelle les entrées-sorties, la vidéo dans un seul connecteur, en vue de réduire le poids, la taille, avoir plus de finesse, d'avoir ce message d'usage qui est simple. Le MagSafe, Monsieur X, c'est véritablement... Pas le MagSafe. Pas le MagSafe. Pourquoi retirer le MagSafe? C'est une hérésie. J'ai peut-être une réponse. Oui, Paul. Et le MacBook faisant maintenant 920 grammes, si on fait quelques calculs par rapport à la force des aimants de MagSafe, il est possible que ça aurait été assez inefficace. D'où ma question, Paul. Ça se décroche trop. Ils auraient évolué fait évoluer le système, quoi. Après, je pense aussi qu'Apple, il y a aussi une autre réponse qui, à mon avis, est la bonne. Elle a été proposée par plusieurs sites. C'est le fait que maintenant, avec les batteries qu'il y a dans nos MacBooks, l'autonomie qu'Apple a réussi à leur donner dans certains usages, soyons clairs, tu peux partir avec ton MacBook le matin, sans chargeur, et rentrer chez toi le soir, le brancher comme tu fais avec ton iPhone ou ton iPad. Je crois que c'est l'une des idées derrière ce connecteur.
Ouais, mais Paul, Ouais, c'est vrai, je suis mais ça, d'accord c'est avec pas toi. quand t'es à la Mais maison, tu veux le débrancher, si tu shootes dans le fil, c'est toujours pareil, tu le fais voler. voilà, Oui, absolument. Fanny a raison. on n'est pas encore Deux sur choses. l'aspect est-ce qu'on va le charger toute la journée, mais c'est vrai que ça n'empêche pas quand tu charges d'avoir quand même un système aimanté pour éviter qu'il Mais je s'attaque. suis d'accord. Et je pleure MagSafe. Absolument. Mais deux choses. Faut Si c'est conclure, ça, monsieur. Oui. Paul, Apple ne le dit pas. Donc, quel est l'usage sous-jacent pour lequel il nous demande d'adopter une fois de plus une rupture? Moi, je suis pour la technologie, mais il faut qu'on m'explique quel bénéfice ça va m'apporter. Là, je ne le vois pas. Et puis, deuxième chose, je rejoins Fanny. Moi, MagSafe a sauvé ma vie. C'est l'échange de mails qu'on a eu avec Cédric cet après-midi. C'est l'image qu'il en a aussi de cette technologie. Et elle nous a sauvé la vie, surtout à la maison, avec les enfants. Comment on recharge J'ai pas d'enfant. Ouais, bah, nos moi, je machines? c'est vrai qu'encore hier, il y en a un qui a shooté le câble, hein, c'est systématique. Donc, Voilà. voilà, c'est dedans. Donc USB-C, oui, mais pourquoi un seul port et surtout pourquoi avoir éliminé MagSafe? Et puis l'autre inconnu, c'est un seul port, ok, mais ça veut dire à ce moment-là que Lightning ne peut pas évoluer pour devenir l'USB-C et que le Lightning va vraiment être cantonné à quoi? À L'iPhone, peut-être les iPads et encore, l'USB-C sera le prochain port de l'iPad. C'est un virage technologique qui a l'air soit pas très bien préparé, soit poussé par un fournisseur. Et une fois de plus, je pense qu'Intel n'y est pas pour rien. Tu parleras peut-être du processeur derrière, Olivier, bien sûr. Ouais. Bah, je vais vous lire ce que le petit mail que vous a envoyé Cédric avant le début de cette émission, parce qu'il n'a pas pu se joindre à nous ce soir, parce qu'il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, après avoir attendu, je vous cite Cédric, hein, cette machine comme ma prochaine machine, forcément la déception est grande, processeur sous-dimensionné pour éviter la ventilation, webcam de smartphone, Android à $50, c'est vrai que la webcam, elle n'est pas HD, on ne se comprend pas aujourd'hui comment Apple peut intégrer une caméra, une webcam SD dans une machine de ce prix-là. Et surtout, fini le MagSafe qui a probablement sauvé mon MacBook Air 3 ou 4 fois d'une mort certaine. Et évidemment, revirement de la connectique Thunderbolt. Thunderbolt également, bah là, on se demande s'il va encore exister. Ces connectiques, Apple se bat depuis plusieurs années maintenant, presque 4 années. Hein, le Thunderbolt est là pour essayer d'imposer ce standard qui n'est pas très loin de la philosophie également de l'USB-C, c'est-à-dire un connecteur unique qui fait presque tout, pas l'alimentation électrique de l'ordinateur, mais des périphériques. Là, on peut se poser la question, Paul, savoir si Apple va pouvoir continuer à préserver ce connecteur-là. Oui, moi je pense que oui, parce que les spécifications ne sont pas les mêmes, tu l'as dit, l'usage n'est pas le même, et il ne faut pas oublier que là où l'USB type C pour le moment en génération 3.1, parce qu'on n'a pas le débit d'un Thunderbolt aujourd'hui, on a le débit d'un USB 3, c'est beaucoup moins vite. C'est du 5 gigabits par seconde. Ouais. C'est rien. Le Thunderbolt, avec le Thunderbolt 2, on est déjà à 20. On va monter probablement à 30 ou 40 avec le 3. Peut-être dans le prochain Mac Pro, on espère. On espère tous. Dépêchez-vous, messieurs d'Apple, ça fait un moment qu'on l'attend celui-là, mais passons. Clairement, le connecteur du Thunderbolt, je pense que la norme Thunderbolt ne va pas mourir. Après, est-ce qu'Apple va oser? Et personnellement, dans une optique de rationalisation, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Est-ce qu'elle va oser faire passer le Thunderbolt dans un port type C? Est-ce que le port type C n'est pas le prochain connecteur Thunderbolt? C'est plutôt ça ma question. Je ne pense pas que Thunderbolt va mourir parce que pour connecter un NAS, pour connecter des baies de disque dur, on le voit ici chez Victor Image, comment il travaille. Le Thunderbolt, ça a une capacité à augmenter la vitesse de traitement de certaines données assez fantastique. L'USB type C, il n'y est pas du tout. Bien, alors on va continuer, on va essayer encore de se mettre sur la piste, essayer de comprendre un petit peu vers où nous pousse Apple et vers quel usage on va pouvoir utiliser dans quelques années ou voire même tout de suite puisque cette machine va arriver le mois prochain. Voilà, quelles seront concrètement les fonctionnalités obligatoires pour pouvoir vraiment tirer parti de cette machine. On va répondre juste après la mi-temps de Fanny. La première, toute bête, hein, c'est mais qu'est-ce qui justifie son prix à ce MacBook, hein? Alors, on pourrait même tourner la question différemment, hein, Fanny, si tu es d'accord. C'est est-ce que concrètement, on a certains beaucoup toussé lorsqu'ils ont vu le prix élevé du MacBook et même dans la version haut de gamme. Est-ce qu'on peut le comparer véritablement avec l'univers PC et dire véritablement si cette machine est chère ou correspond véritablement à l'état de l'art du marché? Stéphane? Alors, c'est difficile à comparer parce que c'est une machine qui est assez unique, qui a pas il y a pas mal de PC qui s'en rapprochent, mais il n'y en a aucun qui est vraiment équivalent, à la fois en capacité de stockage, à la fois en finesse, à la fois
Ils sont malins chez Apple en fait, ils fixent le prix qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est ça? Exactement, ils sont souvent seuls par exemple sur le MacBook. L'autre exemple c'était le MacBook Pro 15 pouces Retina sur lequel ils sont quasi seuls sur ce créneau. Il y avait juste un portable de Dell qui était à peu près équivalent. Déjà il n'y a quasiment pas de portable Retina, donc déjà c'est difficile de comparer. Ça arrive, il y a aussi un autre problème, c'est effectivement parallèlement à ça, il y a eu un réajustement des prix euro-dollar qui a fait un petit peu mal au prix des MacBooks. C'est une perception. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un portable qui démarre à 1449 € alors qu'il commence à 1299 $, hors taxe bien sûr aux États-Unis. Je suis pas vraiment. Alors il y a au moins une bonne surprise dans ce prix-là, je trouve, c'est la capacité de stockage de 256 Go en standard. C'est pas une. C'est une bonne habitude, c'est un bon changement par rapport aux habitudes d'Apple. Au moins, 128, tu vois pas ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, hein, franchement. Pourtant ils le font sur le MacBook Pro Retina, sur les MacBook Pro. Je pense que malheureusement les gens pleurent après très rapidement. Hein. Et donc, il est pas vraiment comparable. Après, il y a des portables, notamment le Dell XPS 13, le dernier, qui est vraiment très très séduisant, qui démarre à 1099 €, je crois, en version 13 pouces, donc avec un écran Full HD et 256 Go, mais il n'a pas la finesse. C'est un ordinateur qui est assez unique, je pense qu'il va vraiment falloir attendre qu'il y ait des modèles vraiment comparables au niveau PC pour pouvoir... C'est un peu compliqué de répondre aujourd'hui, de savoir si cette machine, de trouver un équivalent de PC, mais est-ce qu'elle te semble chère par rapport à ses composants, par rapport à sa qualité de fabrication, par rapport à la valeur ajoutée qu'elle peut apporter, par rapport à ce que tu connais dans le monde PC? C'est assez dur à dire parce qu'on l'a pas encore. Il faut se mouiller, monsieur Stéphane. Allez. On l'a pas encore mis entre les mains, mais notamment par rapport, on va y revenir sur les performances attendues du processeur Core M. Je pense effectivement que c'est peut-être encore un petit peu cher. Mais le MacBook Air, quand le MacBook Air est sorti, le premier MacBook Air en 2008, il était très très cher par rapport à ce qu'il y avait dedans. Et en termes de perf, on était très très loin d'obtenir la panacée. Surtout, en plus, souvenez-vous, il avait un disque dur d'iPod et la version supérieure, elle avait un disque dur de SSD qui coûtait une vraie fortune. Un petit mot peut-être sur la batterie, on n'en a pas parlé ce soir. 9 heures de batterie, on en est où au niveau de PC, au niveau des PC avec une telle finesse? On est à peu près au même niveau aujourd'hui, Stéphane? On doit être un petit peu en dessous. Après, c'est toujours difficile avec les chiffres d'Apple, c'est toujours un petit peu... Surtout s'ils se réservent la puce Core M. Les usages sont toujours un petit peu tendancieux, on ne sait jamais trop à quoi correspondent vraiment. Mais c'est à peu près, on arrive maintenant à des autonomies assez équivalentes dans le monde PC. Bizarrement pas forcément en Core M, parce que par exemple on avait testé nous récemment le Dell, non pas le Dell XPS 13, le Yoga Pro 3 de Lenovo. On a été assez déçus par l'autonomie qui est en Core M, et on avait été assez déçus de l'autonomie et de la chauffe qui était vraiment très très importante. Rappelons qu'il n'a pas de ventilateur. C'était une ancienne version apparemment du Core M, je crois, qui est plus commercialisée. Oui, c'est pas la toute dernière donc apparemment Apple on aurait le bénéfice du moins pour l'architecture. Ce qui est intéressant juste après ça, c'est que ça reste quand même un des Mac les moins, qui affiche la plus basse autonomie par rapport aux autres, puisque le MacBook Air 13 pouces est à 12 heures selon Apple, et même le MacBook Pro 13 pouces, la nouvelle version qui vient de sortir, est annoncée à 10 heures. Donc très bien. C'est quand même pas un record. Alors, petite question supplémentaire, Fanny, peut-être? Oui, on en a encore au moins deux, on en a fait qu'une. Vas-y. Vous parlez beaucoup, les garçons. Pourquoi ne pas avoir mis un logement de carte SIM afin d'aller au bout de la démarche nomade? En voilà une bonne question. C'est vrai qu'on peut se poser la question, on va le dire tout à l'heure, mais on va le dire dès maintenant. Cette machine fait penser à un iPad, beaucoup, avec un clavier non tactile, mais c'est un iPad dans la philosophie, en termes de finesse, en termes de design. Pourquoi ne pas aller plus loin et proposer une carte SIM? Peut-être Monsieur X, peut-être un élément de réponse avant de passer à Paul. Sur la carte SIM? Oui. Moi, je pense que c'est la prochaine évolution. Dans le MacBook V2, il y aura non pas un logement pour une carte SIM, mais la carte SIM Apple. Voilà, ça c'est mon pari. La carte SIM Apple. D'accord, c'est une carte SIM qu'on ne pourra pas changer. C'est bien absolument, ça. Comme dans les iPads, comme dans certains modèles d'iPad aux États-Unis, et comme déjà dans certains modèles d'iPad chez nos amis anglais, mais pas en France, puisque Apple n'a pas trouvé de terrain d'entente avec les opérateurs français. Donc ça, c'est juste, il faut attendre un an de plus, et puis on reparlera de la comparaison MacBook, tablette, quand tu seras prêt. Oui, on en parlera plus tard, mais il a lu le déroulé de cette émission, parce qu'elle est écrite, cette émission, on n'improvise rien, grâce à mon ami Paul notamment. Alors Paul, justement, la carte SIM, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire deux anecdotes chez Apple, c'est le Power Bop,
qui était un PowerBook 180 avec une antenne qui se connectait au réseau Bebop en France. Ça remonte aux années Ça, 90. Vous pouvez envoyer des fax, mais Rien à voir avec le Parrot PowerBook, les plus Mais- jeunes. mais C'est ça- l'ancêtre du téléphone mobile. mais ça tuait la batterie en fait. C'est-à-dire que là où un PowerBook normal avait 3 heures de batterie, ce qui était déjà pas trop mal pour l'époque, le PowerBook en avait une en mode réseau. Ouais. Et après, chez Apple, vers 2007-2008, il y a eu des prototypes de MacBook Pro 3G qu'on avait vu fuiter sur eBay d'ailleurs avec des petites antennes, c'était très mignon. Mais c'est pareil, ça démonte une batterie. Et puis il faut mettre des antennes. Attends, plus qu'un iPad, franchement. Aujourd'hui, Ah ouais. je crois qu'ils ne peuvent pas capitaliser là-dessus. Et Bah, vu comment plus la qu'une batterie. connexion Wi-Fi, plus qu'une. Bah, regarde déjà le mal qu'ils ont eu visiblement à aller jusqu'à presque 10 heures sur le nouveau MacBook. Tu mets une carte SIM là-dedans, à mon avis, ça fait très mal. C'est pas de l'ARM, hein. C'est pas un A8X, on en parlera Donc tout à plutôt l'heure. du Tuffering avec. Donc Tuffering doit faire passerelle avec son téléphone Mais portable. surtout avec handoff et continuity dans macOS 10 avec le fameux mode hotspot où tu approches ton iPhone et boum, ça y est, tu crames ton forfait data grâce à ton Mac. Allez, on conclut sur la SIM avec Stéphane. Dans le monde PC, est-ce qu'il existe ce type de portable avec des lecteurs de carte SIM? Alors, je ne sais pas vraiment de modèle en tête, il me semble qu'il y a eu déjà Forcément, il y a forcément un Chinois qui nous a. HP en a fait pour AT&T. Ouais, je pense aussi. Bon, pendant longtemps, on en avait dans les Vaio, des cartes SIM. Allez, dernière question, Fanny. Allez, une dernière question. Un seul port, est-ce un moyen de pousser les services cloud ou d'inciter à l'achat des accessoires? Oui, c'est une vaste question, mais on va en parler dans un instant du cloud. Donc on va y répondre dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, si vous êtes d'accord, on va parler avec Paul du Busomètre, le classement des rumeurs de la semaine. Alors Olivier, cette semaine, le classement des rumeurs change forcément beaucoup par rapport à la semaine dernière. Parce que les produits sont sortis entre-temps. Les produits sont sortis entre-temps. Donc la première rumeur qui va te faire très plaisir, et qui ferait plaisir à Cédric s'il était là, coucou Cédric, enfin de la télé sur l'Apple TV. C'est pas possible. Comment C'est ça, la étonnant. télé sur l'Apple TV? On La va télé regarder sur la Apple télé sur son Apple TV? Non. Non seulement on a eu cette annonce avec HBO le 9 mars, donc au Special Event, qui est un service qui a dont l'Apple TV a la primeur, mais en plus, au mois de septembre prochain, pendant le Special Event, Apple dévoilerait un bouquet de chaînes qu'on pourrait avoir pour 30 ou 40 $, certains parlent de 20 même, par mois aux États-Unis dans un premier temps. Donc en gros, les chaînes, c'est quoi? C'est CBS, j'ai vu ça, le groupe Disney et j'oublie, mais c'est pas grave. Monsieur X, ça fait des années, hein, c'est un serpent de mer. À l'arrivée d'une offre de streaming de la télévision sur l'Apple TV, ça semble assez logique. On a Netflix, on a Canal Play en France, mais on n'a pas forcément des flux live. Ça y est, Apple semble avoir, enfin du moins selon le Wall Street Journal, semble enfin avoir convaincu quelques majors aux États-Unis. Oui, absolument. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, quand on lit la presse spécialisée médias outre-Atlantique et qu'on essaye de deviner le prix auquel Apple va sortir ses services, c'est là qu'on se dit qu'Apple est définitivement là en retard, puisque tous les flux live qu'il proposerait dans un bouquet siglé Apple seraient relativement chers et pas forcément compétitifs. Alors, cher par rapport à la France ou par rapport aux États-Unis, monsieur? Cher par rapport aux États-Unis, déjà dans un premier temps, et cher par rapport à un utilisateur ou un acheteur de bouquets qui va faire son marché tout seul et prendre déjà aujourd'hui, par exemple, Netflix au travers de son PC ou déjà de l'Apple TV. Donc, on voit pas, on connaît maintenant quels vont être les flux qui vont être proposés, donc quels sont les partenariats qu'ils ont réussi à signer. On attend vraiment la présentation finale du service avec le prix pour savoir si ça va être intéressant. Oui, et puis on peut se douter aussi, monsieur X, si ça fuite et que Apple laisse peut-être un peu fuiter et encourage même peut-être le Wall Street Journal à sortir l'info, c'est peut-être pour convaincre les autres grandes networks, les autres grandes chaînes qui pour Mettre de la l'instant pression. freinent des quatre fers et ne veulent pas forcément signer avec Apple. Absolument. Paul, rumeur suivante. Juste une remarque par rapport au prix, visiblement Apple aurait eu tellement de mal à négocier avec les majors qu'elle aurait été très 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 coulante sur les arrangements en question. C'est ce que révélait un deuxième article. Oui, et puis on s'attend aussi peut-être à voir l'arrivée de, je ne sais pas si c'est dans le classement, mais de l'offre de streaming audio d'Apple. C'est dans le... On verra, c'est une surprise. Bon, vas-y. Alors, on retrouve l'USB Type C, dont on a tu y beaucoup tiens à ton parlé. iPad Pro. Hein. J'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est une machine qui va sortir. Non. Mais Plus de Lightning, mais du USB Type C. Bon, pourquoi pas. ça semblerait logique pour faire un iPad Pro, pouvoir brancher des trucs dessus, ça pourrait être pas mal. Ça va dans le sens de quelques rumeurs qu'on avait entendues. Mais tout l'écosystème iPad, tu pourrais pas le brancher dessus. Il y a même une rumeur qui parle de 2 ports, ça me paraît très bizarre. Par contre, le Tu as mis 4 étoiles?
Le problème, En termes de pertinence. Oui, parce qu'on en a pas mal parlé. Je vais effacer les étoiles parce que c'est n'importe quoi. Non, ce garçon. C'est par rapport au nombre d'articles publiés par semaine. Oui, moi, c'est genre la pertinence de la rumeur, mais bon, passons. Nous ne sommes pas d'accord. Ouais. Fais gaffe, tu lui dois déjà du champagne. Bon, on verra. Je te déconseille de parier avec moi. Rendez-vous en octobre, hein, c'est en octobre les keynotes pour l'iPad. Tu veux qu'on parie maintenant? Non, on avance. Allez, troisième rumeur. Apple travaille sur une voiture, ça on en a énormément parlé. Apple se sera associé à plusieurs compagnies, elle travaillerait dans des labos ultra secrets sur sa propre voiture. Voilà, ça on en a pas mal parlé, qu'on a parlé de Tesla. On a fait une émission complète, donc on ne va pas y revenir ce soir, mais effectivement, hein, ça continue à buzzer. Les déclarations de Tim Cook sont récurrentes hein, sur le fait qu'effectivement, Apple nous prépare quelque chose. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est de l'embarquer? On aura la réponse dans quelques mois, voire quelques années. Et justement, ça m'ouvre sur ma quatrième rumeur. Le board des administrateurs d'Apple aurait poussé Tim Cook à racheter Tesla avant que Tesla ne coûte trop cher. Oui, bon, pour Apple, c'est rien. Quand même. Oui, c'est un pourboire, mais passons. Ouais, je rappelle que c'est l'entreprise qui a la plus grosse cotation de la bourse aux États-Unis et même au monde aujourd'hui. Et cinquième rumeur. La surprise, justement. Ah. L'Apple Watch aux Galeries Lafayette, voilà. Donc, on a vu quelque chose d'assez impressionnant. Il y a 4 balcons de réservés aux Galeries Lafayette. Tu m'as même envoyé des vidéos pour une boutique Apple. Mais d'après ce que tu sais, ce ne serait pas seulement pour l'Apple Watch. Oui, enfin, en discutant un petit peu, c'est facile, il suffit d'aller à Galeries Lafayette, un rendez-vous, voilà, si vous habitez Paris. En discutant un petit peu avec les gens qui sont autour et qui n'ont pas le droit de parler, mais en leur offrant un café, on arrive toujours à avoir à les soudoyer un petit peu. Ce ne serait pas un stand réservé à l'Apple Watch, ce serait un Apple Store. En clair, Apple vendrait sur ces 4 balcons qui sont quand même assez immenses en termes de superficie, l'ensemble des produits d'Apple et pas simplement les Apple Watch. On aura la réponse très vite parce qu'apparemment les travaux, comme on peut le voir sur ces images, avancent assez rapidement, même si elles sont cachées. J'essaie de jeter un petit coup d'œil, mais c'est compliqué parce que tout est muré. Donc, à mon avis, c'est qu'ils nous préparent quelque chose d'important. Et c'est un peu bizarre l'emplacement qu'ils ont choisi. C'est au premier étage. C'est pas forcément l'étage des montres, leur favori. C'est plutôt l'étage dédié à la mode et aux femmes. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. Et puis surtout, Paul, tu l'as dit, hein, lorsqu'on préparait l'émission tout à l'heure, c'est à quelques centaines de mètres de l'Apple Store de l'Opéra. Donc c'est assez étonnant ce choix-là. C'est bien, tu iras t'acheter un iPhone à l'Apple Store, puis tu as ton Apple Watch au Galeries Lafayette. Comme voilà, ça te fera une bonne journée. J'aime bien journée. parce que tu as mis une étoile. Ça fait plaisir pour une fois que je sors une info. Mais celle-là, elle est sûre. Hein. Je pourrais croire que c'est sûr. Oui, mais il n'y a que toi qui m'en as parlé. Non, l'Apple Watch arrivera. Là, les stands vont arriver. Est-ce que ça va être des Apple Store? On aura la réponse dans quelques semaines. On passe, si vous voulez bien, à la suite de cette émission et la question qu'on se pose, à quoi va bien ressembler les usages autour de cet Apple MacBook. L'un des premiers usages qui semble assez évident, messieurs, dames, c'est que avant tout, c'est l'ordinateur qui se veut pour des usages 100% sans fil. Paul le disait tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de charger son ordinateur tous les jours, en permanence lorsqu'on présente cette émission? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de le charger le soir en rentrant, comme on le ferait pour son iPhone ou son iPad? Et au-delà, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a si peu de connecteurs, c'est qu'on n'a plus besoin de connecteurs forcément à la maison? Monsieur X, votre réaction par rapport à cette vision-là? Est-ce qu'on n'est pas un peu en amont de cette vision-là, justement? Ben, je crois que là où tu as vraiment raison dans ton intro, c'est que c'est longue, hein, trop. Ouais, mais c'est une machine qui est pensée pour un usage standard de bureautique, pour des gens qui travaillent dans des bureaux, voilà, comme moi. Donc, c'est pas un Mac pour les professionnels qui manipulent du média et ont besoin de puissance, mais vraiment pour des gens comme moi qui manipulent des documents, font de la communication, envoient des emails, font quelques petits trucs en plus, mais qui n'ont pas besoin de grosse puissance. Et dans ce cas-là, dans une entreprise, on va dire maintenant à peu près normale, tu vas trouver effectivement du Wi-Fi, tu n'as pas des usages consommateurs d'énergie, donc tu peux espérer que ta batterie de 12 heures soit suffisante. Le clavier est un vrai clavier, et tu peux te dire, c'est ma machine idéale de bureautique. Donc voilà, vraiment, je pense... Monsieur X, tu veux dire quoi? Que c'est ça l'iPad Pro plutôt qu'un iPad Pro, c'est ça qu'a sorti Apple au grand désespoir de Paul? Absolument, absolument, je suis devenu fou, moi, quand ce produit est sorti, parce que j'ai trouvé très beau. Mais en regardant son prix brut sur l'Apple Store, brut, c'est le moins qu'on puisse dire. 1449 € pour le modèle de base, je ne comprenais pas, si tu veux, mais mes repères étaient perdus. Et puis, c'est la conversation qu'on a eue cet après-midi. Hein, Olivier, avant de préparer cette émission, vous n'étiez pas là, mais Monsieur X va vous la résumer, vous allez voir. Voilà, et moi, je suis allé chercher un petit peu partout pour me faire une opinion en préparant cette émission, et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr.
En fait, cette machine, elle s'appelle MacBook, mais elle n'a de nom que le MacBook. En fait, c'est l'iPad Pro que Paul appelle de ses voeux. C'est les mêmes fonctionnalités que l'iPad Pro, grosso modo, et c'est le même prix. Alors je le dis de manière tactile, hein, c'est peut-être un détail important pour vous, mais oui. C'est un détail pour vous, mais c'est important pour nous. Oui, mais si tu vas sur le store Apple et le store Microsoft, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Alors c'est pas exactement les mêmes fonctionnalités, mais tu prends le MacBook avec 256 Go de stockage, 8 Go de mémoire, tu es à 1449 € avec le clavier. Si tu vas sur le store de Microsoft France, tu prends le Surface Pro avec le même stockage, 256 Go, 8 Go de RAM, tu as tout à fait le même processeur, je l'accorde. Tu rajoutes un clavier, tu es à 1299 plus 129. Donc tu es à 1410, 1420 €. Le MacBook, tel que je le disais, c'est 1449 €. Tu es exactement dans la même gamme de prix. Donc je pense que cette machine, elle a été pensée comme le compétiteur du Microsoft Surface Pro pour les mêmes utilisateurs, la bureautique ou les étudiants à la rentrée, avec des fonctionnalités. Du coup, si tu arrêtes de le comparer à un PC et que tu le compares au Surface Pro, qui se valent et chez Apple et chez Microsoft, mais peut-être une fois de plus une qualité de finition, peut-être une fois de plus un peu d'innovation en plus, qui va en faire la machine qu'on a compris, de choix. Alors, ils vont couper l'herbe sous le pied à Microsoft. Voilà ce que je pense. Et dernier truc, je pense que l'avantage, mais ça j'y crois en termes d'usage, c'est que c'est mieux d'avoir un clavier qui est solidaire de l'écran qu'un clavier qui se connecte comme le Surface Pro, parce que c'est source de problèmes et c'est pas stable sur les genoux. Alors, voilà. Donc voilà, Paul, ton iPad Pro. Et non. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit et je ne vais pas me plaindre du fait qu'Apple s'intéresse au Mac et fasse en sorte que le Mac puisse concurrencer l'iPad. Au contraire, je suis très heureux que ça aille dans ce sens-là et cette machine me fait très plaisir. Mais là où je m'inscris en faux, c'est que la surface, elle est tactile, déjà de une. De deux, c'est pas un Core M. Sur la qualité de fabrication, la surface a rien à envier, mais vraiment rien au MacBook Air ou au nouveau MacBook. Donc c'est qu'ils sont concurrents s'ils n'ont rien à envier, justement. Non, mais elle est absolument magnifique. Ça marche très bien. Honnêtement, les premières surfaces, on peut dire ce qu'on veut. Bon, c'était un peu pourri, mais maintenant, c'est quand même un super produit. Très bien. Le seul problème, effectivement, le clavier n'est pas solidaire de l'écran, donc c'est en termes d'usage. C'est-à-dire quand tu poses une Surface sur tes genoux, si tu n'es pas sur une table, c'est un peu gênant. Ce qui s'appelle en matière d'industrie de faire une faiblesse, une force. Voilà. En dotant justement d'un vrai clavier, mais la surface, un écran qui n'est pas tactile. Mais la surface, elle est tactile. Juste, tu fais ça et hop, tu as une table. On va se tourner vers le monsieur tactile de ce soir, à savoir Stéphane. Allez, l'analyse de monsieur X me semble... ben oui, je suis désolé pour la qualification, mais elle est amusante avec le recul, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de l'analyse pertinente de monsieur X, à savoir que s'il n'y a pas de connectique et s'il est 100% sans fil, c'est parce que c'est une tablette, cet ordinateur. La surface, c'est un port USB. Oui. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Maintenant, je suis pas complètement certain que... Enfin, je vois toujours quand même un iPad Pro arriver. Alors peut-être pas aussi concurrentiel justement de Surface, peut-être juste un iPad, un iPad widescreen avec 256 Go de RAM, des choses, enfin peut-être une possibilité d'afficher 2 apps à la fois sur l'écran, ce que tu n'as pas encore sur l'iPad. Par contre, ce que je trouve assez intéressant justement par rapport à ça, c'est de noter que l'iPad s'arrête à 128 Go. La capacité maximale de l'iPad, c'est 128 Go, et le MacBook commence à 256. Donc ça, c'est peut-être aussi un point qui est assez intéressant de noter là-dessus. Sur la Surface Pro, oui, effectivement, la Pro 3 notamment, c'est un produit qui est assez concurrentiel finalement. Puis qui a enfin trouvé son public. Donc qui a trouvé son public et qui s'est beaucoup amélioré. Le premier était quand même assez limité. Là, ils ont notamment travaillé justement sur cette histoire de la mettre sur les genoux avec un clavier. Maintenant, il y a quand même pas mal d'orientations de l'écran qui permettent d'améliorer pas mal la stabilité de l'ensemble. Par contre, la Surface Pro, pareil, la Surface Pro, c'est un produit qui a un seul port USB. Alors, par contre, il y a quand même un port dédié pour la recharge. Ça, c'est une différence entre les deux. Mais si on revient, Stéphane, je dirais dans la vision d'Apple de la tablette, tu la recharges une fois par jour, tu la gardes pas branchée en permanence, tu as un seul connecteur, ça semble assez cohérent par rapport à la vision de Monsieur X. Bon, par contre, ça sous-entend que si on veut utiliser vraiment à plein
cette machine aujourd'hui sans utiliser d'adaptateur, on va en parler dans un instant parce qu'il y a beaucoup à dire, croyez-moi, autour de ces fameux adaptateurs. Il faut qu'on ait à la maison un environnement Wi-Fi hyper costaud, on est bien d'accord. Il faut du AC plutôt, ou du 5 GHz en N, il faut avoir des imprimantes Wi-Fi, il faut avoir un thème capsule pour sauvegarder parce qu'on ne peut pas charger et sauvegarder sur des disques durs, il faut un adaptateur pour le disque dur, oui, il faut un disque dur USB type C, ça commence à arriver. Bref, on l'a vu notamment chez la scie. Voilà, donc ça sous-entend quand même un écosystème. Et là, ça tombe bien, Apple a priori tous les périphériques pour rendre cet écosystème viable, hein, Stéphane. Bah, tous les périphériques et puis aussi tous les services, puisque ils ont déjà, enfin, avec Yosemite et avec iCloud Drive qui va dans ce sens. Cloud, bien sûr, Stéphane. Les nouveautés dont on a parlé tout à l'heure, le tethering simplifié en un clic, on arrive à se connecter à son iPhone, etc. Ouais, de toute façon, pour moi, c'est un portable qui est dédié à la génération aux générations qui arrivent, qui commencent à grandir avec la mobilité, avec l'iPad, et avec la notion qu'un appareil mobile, ça se recharge le matin et ça s'utilise tel quel, et on n'a pas forcément besoin d'emporter avec soi des clés USB, des choses comme ça. Par contre, c'est encore pas un usage qui est complètement répandu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de franges d'utilisateurs qui ont besoin de deux ports au moins. Alors justement, l'ordinateur 100% cloud, c'est le nouveau MacBook, Paul? Techniquement, en tout cas, c'est ce que voudrait Apple. Je voudrais juste rappeler qu'en 2008, Steve Jobs avait dit la même chose. Il avait dit, bon, bah voilà, maintenant on a une capsule, on peut louer ses films sur iTunes Store, on peut faire ses backups, ceci, cela, machin. Donc c'est une vision qui travaille Apple depuis super longtemps. Un détail près, Paul, c'est qu'il n'est toujours pas possible de faire une sauvegarde de son ordinateur concrètement à l'iPad ou à l'iPhone sur le cloud. Hein. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui. On l'aura peut-être en juin, ce sera la dernière pierre à l'édifice de cet ordinateur cloud, mais on n'y est pas encore. Hein. Apple a en effet, effectivement, Monsieur X avait raison, Stéphane a raison, tu as raison, ils ont créé l'ordinateur iPad, ils ont créé le Macintosh de demain et d'aujourd'hui. Et surtout, moi, et je ne l'aurais pas introduit en disant il fait 13 mm d'épaisseur, j'aurais dit il fait moins d'1 kilo. C'est un ordinateur qui fait moins d'1 kilo. On se rapproche du poids de l'iPad. On le voit là, ce que montre Phil Schiller. C'est l'iPad Pro, on est d'accord. Non, c'est le compagnon de l'iPad Pro, parce que l'iPad Pro sera encore plus léger. Oui, il a le compagnon. Je peux dire quelque chose, Olivier. Je peux dire quelque chose, Olivier, pour finir de me convaincre Paul, parce que tu n'y arriveras pas. Je vous regarde débattre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Paul devant lui? Un clavier Bluetooth Apple avec un iPad et un reposoir. Il a un iPad Pro. Il suffit que tu lui offres un nouveau MacBook. Et de 3 produits, il n'en fait plus qu'un. Voilà. C'est ça, Paul. Il faut juste que tu t'en rendes compte. Après la bouteille de champagne, je pense que j'aurai le MacBook. Mais ça, c'est un clavier qui est relié au Mac Mini qui est derrière moi pour lancer les vidéos. Mais effectivement, ça aurait pu. Ça aurait pu. Bien, le meilleur presque pour la fin, parce qu'on va quand même un petit peu se moquer de cette machine, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir l'utiliser, vous l'avez bien compris, si vous n'avez pas une telle capsule dernière génération, un imprimante USB, ou si votre entreprise, si vous l'utilisez au bureau, bannit le Wi-Fi, comme c'est encore beaucoup le cas malheureusement de beaucoup d'entreprises, il vous faut des adaptateurs, et là, c'est carrément la grimace, la soupe à la grimace, vu les prix pratiques. Bah oui, vu les prix pratiqués par Apple, 20 € pour un simple adaptateur USB pour pouvoir brancher un disque dur USB, déjà, merci Apple. Et là, par contre, si on veut pouvoir brancher en même temps un disque dur, par exemple, et charger son portable, il faut au minimum mettre près de 80 €. Monsieur X, là, Apple se fait très plaisir en termes de marge et en termes d'accessoires. Oui, en termes de marge, mais c'est toujours le cas. Et sur les accessoires, pourquoi ne pas le mettre dans la boîte, Monsieur X? Ça représente rien, quoi. Ça vaut 3 €. Il faut tout l'acheter. Non, mais ça, c'est une question qui est non répondue pour petit joueur, quoi. C'est le petit côté radin d'Apple. Parce qu'il le faut, cet adaptateur, il faut l'acheter, c'est un passage obligé. Bien sûr, qui n'est pas très généreux, non. Même avec ceux de ses utilisateurs qui adoptent les premiers, ces produits les plus en rupture. C'est une question qui est non répondue pour moi. J'ai de l'espoir parce que Apple a beaucoup évolué. Hein. Apple avait des positions au niveau des produits, au niveau financier, qui étaient indéboulonnables du temps de Steve. Avec l'arrivée de Tim sur certains sujets, Apple se normalise. On pourrait parler par exemple en finance des dividendes que verse Apple. Peut-être qu'un jour, Apple sera généreux avec les accessoires quand il livre un produit. Ça ferait vraiment du bien aux fans de la marque et aux autres. Et au-delà, Paul, si on branche ces accessoires, notamment le gros, cette petite
poêle à frire ou quasiment, hein, où on met les différents connecteurs. On casse le design évidemment. Là, on revient à quelque chose qui n'est pas forcément dans les codes d'Apple en termes de finesse. Hein. Tu parles davantage du poids, effectivement c'est gros, bon t'es pas obligé de te balader avec, le but c'est de le laisser chez toi et quand tu rentres tu branches ton écran externe, tes disques durs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais effectivement non, il devrait en mettre un dans la boîte, c'est évident. Quoi. Surtout que, encore une fois, quand on achète un adaptateur, c'est pour avoir tout, a priori ils ne répondent pas à tous les moyens. Par exemple, il n'y a pas de prise Ethernet. Hein. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle, c'est que tu peux pas brancher un écran Apple sur ton nouveau MacBook. Ouais. Ça m'a fait mourir de rire. Ouais, l'écran Thunderbolt. C'est quand même à mourir de rire. On a un écran Apple aujourd'hui, on peut pas. C'est parce que c'est une tablette, Paul. Non mais il a raison. Tu verras, tes analyses seront plus fluides. Oui, tu achètes un écran et tu envoies l'image en AirPlus sur ta télé. C'est un peu l'idée. Du coup, l'adaptateur plus l'Apple TV, ça fait $79 plus $69. Bienvenue chez Apple, Paul. Non, faut pas rigoler. Espérons. C'est vrai que c'est fou qu'on puisse pas brancher un moniteur externe. On peut en HDMI, on peut en VGA, mais on peut pas en DisplayPort. Pas encore. L'Alternate Mode de l'USB Type C, ils l'ont pas exploité, c'est bien dommage. Est-ce que ça veut pas nouveau modèle, Paul? Est-ce que ça veut pas dire aussi qu'Apple prépare un moniteur USB Type C? Ça serait plutôt ça devrait émerger à terme, je pense, d'ici la fin de l'année. Ce type de moniteur en général, pas seulement chez Apple. Hein. Généralement, si la machine se vend, il y aura les accessoires qui vont aller avec. Parce qu'il est quand même très vieux maintenant, le Thunderbolt Display. Ah oui, il n'a pas évolué d'un iota, il a toujours du Max F1. Il a augmenté en plus. Il a augmenté de 150 €. Justement, les tarifs, il a augmenté en plus. Bah, ils font tout pour pas le vendre, mais apparemment ils arrivent encore à le vendre. Mais je pense qu'il manque surtout un adaptateur intermédiaire en fait entre le petit adaptateur USB et le. C'est quoi, Stéphane? Je crois qu'Apple gagne trop d'argent. Si au moins il y avait un adaptateur USB qui permet de recharger son portable en même temps, ça résoudrait déjà pas mal de problèmes. Mais je pense qu'Apple part du principe que si on a besoin de charger son portable, on a aussi besoin, tant qu'à faire, d'un adaptateur HDMI. Donc ils nous font la totale. Alors du coup, abus de transition, merci Stéphane, comme ils gagnent trop d'argent, ils se sont dit tiens, on va compliquer la vie de nos utilisateurs avec un placement de produit assez complexe à comprendre, assez compliqué. Cet après-midi, lorsque je discutais avec les gens d'Apple Store, ils avaient un peu de mal à expliquer le positionnement de ce produit. Imaginez un MacBook entrée de gamme, c'est le nom d'entrée de gamme, hein, c'est MacBook, qui est plus léger qu'un MacBook Air, qui est normalement une machine qui est de gamme supérieure, mais qui est vendue moins cher que le MacBook. Il y a encore un MacBook Pro 13 pouces avec un graveur DVD, il y a des Retina avec la nouvelle génération de trackpad, des 15 pouces avec l'ancienne génération de trackpad, avec des prix qui augmentent jusqu'à 250 € sur le 15 pouces. Bref, est-ce que Apple est en train de nous faire de la cannibalisation de gamme, de la complexification de gamme avec le MacBook, comme elle l'a fait avec l'iPad? Je vais t'avouer ce qui s'est passé. Raconte-moi. C'est Tim Cook qui m'a appelé, John Sculley est revenu. C'est pas tellement John Sculley qui était le pire, j'ai oublié son nom, mais Michael Spinder. Michael Spinder, c'est avec les performants, il a été comme ça. Donc pour être honnête, en fait, effectivement, le problème c'est que tu l'as dit, cette machine a un nom qui l'a fait passer pour une machine grand public, puisqu'elle n'a pas de suffixe, c'est le MacBook, tout court. Elle est plus chère qu'un MacBook Air, en étant plus fine et plus légère, mais elle est beaucoup moins puissante. Ça s'appelle pas MacBook Air, quoi. Pourquoi elle s'appelle pas MacBook Air? Parce que le MacBook Air, Olivier, je suis désolé de te l'annoncer, il va mourir. Oui, mais en attendant, il est encore là. En attendant, il est encore là. Mais combien de temps? Ils l'ont mis à jour en plus, donc a priori, si on vient de le mettre à jour, il va durer au moins 6 mois ou au moins 1 an. C'est la durée de mise à jour minimum de l'ordinateur. Combien de temps ont cohabité les MacBook Pro normaux et les MacBook Pro avec écran Retina? Oui, mais la gamme elle était claire, là ça devient hyper compliqué avec les appellations, on n'y comprend plus rien. Alors après, ce qui se passe, le MacBook blanc qui cohabitait avec le MacBook Pro qui avait les mêmes specs. Oui, mais qui avait des différences de prix. Là, l'entrée de gamme supposée coûte plus cher que le... Mais c'est parce que Apple entre dans une phase de transition. Et j'ai pas fait l'essai, mais je pense que si tu prends un MacBook Air 13 pouces de base, que tu lui mets les mêmes caractéristiques que le MacBook, tu dois arriver à un écart de prix qui est pas si grand que ça et qui est compensé peut-être par l'effort que ça demande quand même à l'utilisateur. Bien sûr, d'un Apple Store pour essayer d'y comprendre. Après, oui. Tu sais ce que je crois personnellement. Je pense que la gamme est complètement floue et que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un modèle de 12 pouces, un modèle de 14 pouces, et peut-être chez les premiers modèles de 13 et de 15 ou de 14 et de 16, et que les deux gammes vont finir par se fondre parce qu'elles se ressemblent énormément. Regarde la finesse de ton MacBook Pro, regarde la finesse du nouveau MacBook. Il est à moi. C'est pas si loin. Il est à moi, Paul. On n'est pas si loin que ça. Donc ce serait juste logique que maintenant la gamme se resserre.
Et je pense que c'est le chemin que va prendre Apple dans les 6 prochains mois ou l'année qui vient. Allez, monsieur. En fait, le MacBook Air 11 pouces va clairement disparaître. Oui. Parce que là, celui-là arrive vraiment en concurrence avec le Stéphane, si tu arrives à cette conclusion-là, pourquoi avoir fait une mise à jour de ce MacBook Air en même temps que le MacBook en termes, parce que justement, on est encore dans cette période de transition. Je pense que si non, parce qu'on ne peut pas tout miser sur la même machine. Ce nouveau MacBook, ouais, mais pas de mise à jour des composants des MacBook Air. Ça va peut-être envoyer un message un peu confus. Je pense qu'ils ont encore besoin de confus aussi, le message. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Retina. Quand le Retina 15 pouces est sorti, ils ont sorti en même temps des mises à jour des 15 pouces et des 13 pouces non Retina, avec les mêmes composants, mais sans l'avantage de Retina et sans l'avantage de Alors, j'aimerais avoir c'est vraiment plus pour rassurer les utilisateurs. Regardez, pendant un an, les MacBook Air sont encore dispo, ils sont encore mis à jour. Mais après, il sera Je dépassé. pense que l'an prochain, il ne restera plus que le 13. Ok, on verra l'année prochaine. Monsieur X, est-ce que vous pouvez ressortir vos vieilles fiches marketing d'anciens responsables d'Apple et voir si vous comprenez quelque chose justement à ce positionnement produit de ce MacBook? C'est dur de terminer une question avec vous. Hein. Allez-y. Hormis le fait pas trop long, monsieur X. Non, hormis le fait que je suis convaincu que le MacBook est positionné en termes d'usage contre le Surface. Contre le Surface Pro 3, moi je crois que Paul a raison, c'est simplement un effet de transition et puis Apple est un petit peu précautionneux. Si on regarde les caractéristiques des MacBooks, des MacBook Air et des MacBook Pro, c'est vrai que le MacBook Air, on ne sait pas trop l'expliquer et pourtant je vais en acheter un, je vais expliquer pourquoi. C'est bien tout le temps, je vais pourtant en acheter un. Voilà, ça c'est typiquement l'utilisateur Apple a quand même une chance extraordinaire d'avoir une telle communauté d'utilisateurs qui est d'une telle... Enfin, voilà, une telle souplesse envers une marque qui lui fait que de temps en temps s'écrase, c'est quand même incroyable. Hein. Non, je ne sais pas parce que je suis complètement stupide. C'est simplement que moi je pense aujourd'hui, quand tu achètes un Mac portable, c'est ma conviction, hein. La conclusion. Les utilisateurs Apple avertis, leur premier critère de choix, c'est la taille de l'écran. Et puis aussi, avec la taille de l'écran vient tout de suite le poids derrière. Moi, je veux et prix, accessoirement, monsieur X. Non, mais... tu commences d'abord par regarder la taille de l'écran et donc le poids qui va avec. Donc, je regarde le MacBook. Moi, je veux un 13 pouces. Donc, le MacBook est disqualifié, puis il est disqualifié au niveau performance pour ce que je veux faire. Et après, je regarde le MacBook Air et je regarde le MacBook Pro 13 pouces. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Qu'est-ce qui fait la différence à la fin? Tu as raison, le prix. Et aujourd'hui, j'ai un bon compromis, on va dire, prix-puissance pour une machine Apple avec le MacBook Air. Donc, c'est une transition. Le jour où ils pourront faire un MacBook Pro au prix du MacBook Air, peut-être que le MacBook Air va disparaître. Pour l'instant, cette machine, elle est utile comme l'était le fameux eMac avec un E. Et oui, c'était une machine intermédiaire entre un iMac qui était super mais peut-être un peu cher et puis d'autres machines. Pas la même tarification, pas la même position marketing, voilà. Mais bon, passons. Mais ce qui fait, on le voit avec le nouveau MacBook Air, que le nouveau MacBook Air a des nouveautés, mais il ne bénéficie pas des innovations, il n'a pas de Retina, donc il est positionné portable, léger, un peu puissant et moins cher que le MacBook Pro. Et il y a un marché pour ça. Merci, monsieur X. Je pense qu'à terme, le MacBook Air 13 pouces va remplacer en fait l'actuel MacBook Pro non Retina qui est toujours au catalogue, mais lui, je pense qu'il va... peut-être, c'est une bonne idée. Ouais. Bon. Ça m'irait très bien. Bon, alors le MacBook, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, puisque quand on l'aura, il va arriver dans quelques semaines, donc on aura l'occasion de refaire une émission. On parlera plus des performances, plus des usages qu'on aura eu en main. On essaiera peut-être de casser un peu moins du sucre sur son dos et peut-être s'enthousiasmer un peu plus sur son usage au quotidien avec un peu de recul. En attendant, on va passer au résultat du concours de la semaine dernière de l'émission en direct, lors du live justement sur le MacBook et l'Apple Watch.
La semaine dernière, donc WD vous offrait un disque dur Wi-Fi, le My Passport Wireless. En répondant à cette question, quelle est la particularité du My Passport Wireless qui intéressera particulièrement les photographes? La réponse était facile. Le slot pour la carte SD. Oui, on peut mettre une carte SD dans le disque dur. Quel est donc le gagnant? Paul a répondu sur Twitter. Ils étaient très nombreux la semaine dernière. C'était Régie, c'est @Thierry Eginard. Donc il n'hésite pas à m'envoyer Tergy, donc Thierry Eginard, à m'envoyer un mail à olivier@oroffelmac.com pour que WD lui expédie son lot le plus rapidement possible. Il y avait également 3 autres cadeaux qui étaient offerts par notre deuxième partenaire, c'était Qobuz. Le goût de la musique chez Qobuz nous vient de loin. Pour fabriquer le meilleur service de musique en ligne au monde, nous avons des serveurs, comme à peu près tout le monde. D'ailleurs, bienvenue chez Qobuz. Nos orfèvres du son veillent à une qualité de musique que les autres n'ont pas, contrôlée chaque jour, à chaque instant. La variété des goûts musicaux de Qobuz s'illustre partout sur Qobuz. Et dans nos applications, qui proposent la musique en vraie haute fidélité. Les visages familiers de nos prophètes y sont aussi, avec des fonctionnalités uniques. Pour les dingues du grand son, Qobuz fait vibrer les appareils des plus grandes marques. Qobuz est ouvert maintenant dans 9 pays en Europe, bientôt 14, et demain Qobuz évangélisera la planète musique. Qobuz qui offrait 3 abonnements d'1 an à l'offre Qobuz Sublime pour profiter de la musique en streaming et en illimité, le tout en qualité CD d'une valeur de 219,99 €. C'était un beau cadeau. La question était, qu'offre Qobuz Sublime en plus du streaming illimité en qualité CD? La réponse est également très facile. Une réduction permanente sur le téléchargement iRes, 24 bits, rien que ça. Alors, quels sont les gagnants, Paul? Teddy George, @GeorgeTed, Aymen, @Aymen06 oui. et Dominique Trossa, @Domtro. Voilà, donc ces 3 gagnants, n'hésitez pas à envoyer vos adresses, envoyez un mail tout simplement à olivier@oroffelmac.com pour que Qobuz vous expédie vos codes pour pouvoir profiter de Qobuz Sublime pendant 1 an et du streaming en qualité HD pendant plus d'1 an. C'est un beau cadeau. On passe tout de suite au coup de cœur. Alors mon coup de cœur, Olivier, ce soir, c'est un éditeur de bande dessinée américaine et plus particulièrement, de comics, Ouais. alors, qui s'appelle, les fans le connaissent bien cette maison, Dark Horse. Alors Dark Horse, c'est vraiment une maison d'édition de comics qui est spécialisée dans l'édition de comics qui reprennent les films. C'est eux qui éditent les comics autour de Star Wars, etc., etc. Ils viennent de sortir leur application, enfin plutôt elle a été améliorée. Ça marche bien. C'est pas cher. Ils appliquent des tarifs en euros qui sont les tarifs américains en dollars, comme quoi c'est possible. Ça, c'est possible, contrairement à Apple. Ouais, contrairement à Apple. Et donc, vous pouvez profiter de tous ces comics qui n'arrivent pas en version papier en France ou en Europe, ou très rarement, sur votre iPhone, votre iPad. Vraiment, c'est simple, ça marche. Vous avez tout leur catalogue. Version originale, hein, Monsieur X. Ouais, version originale, bien sûr. Et puis, les derniers trucs, pourquoi j'aime cette maison d'édition? Parce que le 25 mai, il va se passer un petit événement chez eux. Pour tous les amoureux de Fight Club, hein, en même temps du bouquin et du film, Dark Horse va sortir Fight Club 2, donc la suite, le nouveau roman. Enfin Ouais, enfin, mais ce nouveau roman ne va pas sortir sous forme de livre, il va sortir uniquement en comics. Et c'est Dark Horse qui va le publier, donc rendez-vous le 25 mai pour tous les amoureux de Fight Club. On sera à rendez-vous, Monsieur X, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, je suis d'accord. Ouais. Beauté. Fanny, puisque tu as pris la parole, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi j'en ai 2, comme Rodrigo n'est pas là, je me suis dit que je pouvais prendre des places. Alors, vas-y, abuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu reconnais cette chose? Je reconnais la matière. Voilà, c'est un jean, mais ce n'est pas n'importe quel jean, c'est un jean avec, hop, je vous le montre. Ah oui, montre-nous. Un QR code. Alors je ne vais pas vous le montrer en entier parce que si vous le scannez... Fanny, il faut donner sa personne dans cette émission. Je comptais un peu sur toi ce soir. Oui, non, mais tu aurais dû venir quand on a fait les essayages. J'ai parlé qu'il me sied à ravir. Bah tiens, j'en doute pas. Mais c'est vraiment le printemps, là. Allez, on avance. Donc, ce QR code, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est ma carte de visite à vie. Si tu le scannes, alors je le montre vite fait, hop, regarde, tu vois, il faut être d'accord, il faut juste le montrer là vite fait, c'est hop, encore plus je facile descends un que bout de la Tinder. poche, Ouais.
Et comme ça, on te scanne et hop, toutes tes coordonnées, ton mail. Je présume que c'est pas tellement pour faire du business, hein, Fanny, tout ça. C'est plus pour autre chose. Si. Sache qu'en soit en networking, tu as oublié tes cartes de visite, et ben tu l'as sur toi. C'est très pratique. Et alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que donc c'est le premier jean pas connecté comme tous les autres journalistes l'ont dit, mais le premier jean connectant, puisque il n'y a pas de puce, voilà, il n'est pas connecté à quoi que ce soit. C'est juste, il te permet de transférer tes infos. Et en fait, c'est une petite start-up de la French Tech qu'on connaît bien, qui avait lancé ça avec ces fameuses Buzz Cards. C'est Yoram Moyal qui a créé ça. Donc, jusqu'à présent, c'était donc une carte de visite avec ce QR code qu'on montrait qui permettait justement de renvoyer toutes ces données facilement. Et là, justement, ils ont fait un partenariat avec les jeans Caporal. Et donc, cette marque a intégré donc, le QR code sur le jean et ça devient une carte de visite à vie. Tu peux changer toutes les données qui sont derrière ce QR code. Dès que tu changes de poste, de numéro de téléphone portable, ça se met à jour et ça se met à jour automatiquement. Rassure-moi, ça ne part pas au lavage. Hein. Non. Alors là, on voit que c'est thermocollé, mais ils ont prévu même des petites coutures supplémentaires pour que ça tienne parfaitement bien et à vie. Et ça sera en prévente très bientôt sur le site de Caporal. Donc voilà, c'est très sympa, moi je trouve. Et mon deuxième coup de cœur, écoute, c'est Microsoft qui fait un petit cadeau gratuit aux utilisateurs de Mac. Il y a la preview Office 2016 qui est gratuite. La bêta, Voilà. Donc, elle est téléchargeable dès à présent et c'est complètement gratuit. Il n'y a même pas besoin d'avoir Office 365 avant pour pouvoir la télécharger. Pas besoin de licence, pas besoin d'être abonné à Office 365 et vous pouvez donc la télécharger directement auprès de Microsoft. Mais il y a un petit détail qui est important. L'application ne fonctionne que durant 60 jours. Voilà, donc soyez attentifs. Au bout de 60 jours, il va falloir passer à autre chose ou s'abonner à Office 365. Merci Fanny. De ton côté, Stéphane, quel est ton coup de cœur ce soir ? Alors, mon coup de cœur, c'est le PlayStation Plus, et particulièrement ce mois-ci, en fait. Donc, le PlayStation Plus, c'est le service de Sony qui permet notamment pour 6 € par mois, je crois, de télécharger une sélection de jeux dans le catalogue de Sony. Et ce qui vaut vraiment l'occasion de ce coup de cœur, c'est le fait qu'ils mettent de plus en plus de jeux inédits, en fait, des jeux qui sont jamais sortis, qui commencent leur carrière sur le PlayStation Plus. Et ce mois-ci, il y a une petite perle qui s'appelle Oli Oli 2. Alors, c'est la suite d'un jeu qui était déjà sorti sur PS3 et sur PS Vita, je crois. Et c'est un jeu de skate en 3D, en 2D, pardon, justement, avec un gameplay très old school, avec des figures à enchaîner un petit peu à la Street Fighter, en faisant des quarts de cercle, des demi-cercles, etc. C'est super fun, c'est super difficile, mais par contre, c'est vraiment addictif, on a vraiment envie de progresser et de s'y remettre à chaque fois, et ça devient très addictif. Et en plus, comme beaucoup de petits jeux indépendants sur PS4, il est cross-buy, c'est-à-dire que quand on l'achète sur PS4, on peut aussi jouer sur Vita si on a une Vita. Ça c'est bien. Voilà, c'est une grande petite perle de jeux indépendants si vous êtes abonné au PS Plus. Merci Stéphane. De ton côté, Paul, quel est ton coup de cœur ? C'est un coup de cœur de gros flemmard. Mais non. C'est quelque chose que j'ai découvert hier, ça s'appelle Bonjour Sunday. Et que propose Bonjour Sunday ? Bonjour Dimanche. Ils vous livrent des croissants. Sous vos applaudissements ? Vous vous abonnez. Vous êtes ici chez moi, vous êtes ici chez vous ? Vous vous abonnez et pour 6 ou 8 € par semaine, vous pouvez avoir 4 viennoiseries, une baguette ou plus. Et c'est génial, quoi. En fait, ils te livrent à domicile, quoi. Tous les dimanches, des croissants sur le pas de ma porte. Le bon coup de cœur de mon côté, c'est pour aller avec ce qui est le fil rouge de cette émission, c'est la finesse, pas de Paul, hein, la finesse du MacBook d'Apple. C'est regarder un disque dur pour l'accompagner idéal, ce serait celui-ci. Regardez, c'est extrêmement fin. Il s'appelle le 7 pour 7 mm. Et ça ressemble étonnamment à un disque dur interne. Et c'est ça l'originalité du design du côté de Seagate. On a après même croire que ça pourrait même être un ASSIE tellement le design est original. D'ailleurs, Seagate a racheté l'ASSIE, c'est pas un hasard. Alors évidemment, il n'y a pas de USB Type C, il y a un USB 3, 7 mm d'épaisseur. Alors on se posait la question de savoir si c'est vraiment solide avec Paul avant le début de cette émission, parce que ça tombe par terre, il n'y a pas forcément de plastique pour absorber, mais effectivement, la mécanique, elle est vraiment à l'intérieur de ce sachet en aluminium, c'est très original et c'est très design. Un beau produit de la part de Seagate, ça s'appelle le 7, ça vaut autour des 99 €. La capacité de stockage, évidemment, vu l'épaisseur, 7 mm, elle est limitée à 500 Go, ce qui est un peu juste. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 190e déjà épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine Monsieur X, dont on refait le Mac également sur son Twitter, @TroublesMrX. Bonne soirée, Monsieur X. On a perdu Monsieur X. Non, il a coupé son micro. Alors, allons-y. Je disais bonsoir, refais-le. Non, ça va, tu dis bonsoir.
Bonsoir Olivier. Bonsoir Monsieur X. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et très prochainement dans une Fanny's Party, je crois, Fanny. Oui, alors surtout, les Rennais, les Bretons, inscrivez-vous, il reste encore un peu de place. On aura des magnifiques cadeaux en plus à vous faire gagner au tirage au sort. Donc, vous pouvez vous inscrire sur c'est fplicrennes.eventbrite.fr. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien vous inscrire parce que ça va être très sympa. Pour une fois qu'on sort de Paris, qu'on vient vous voir, soyez présents. Merci Fanny. Stéphane, vous le retrouvez tous les jours sur le portail Public. Il y a des dossiers particuliers, une actualité particulière à venir dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, en ce moment, on est beaucoup sur la fameuse Freebox Mini 4K. Oui. Donc, ça n'a pas été mon coup de cœur ce soir, en ce qui me concerne. Voilà. Allez sur Android TV, c'est pas imaginaire une chose pareille. Et on parle, voilà, et puis aussi tout ce qui est MacBook, Apple Watch, c'est vrai que c'est des sujets qu'on traite pas mal en ce moment. Donc, on va en parler de plus en plus, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on me souffle dans l'oreillette. Mais bon, passons. Merci Stéphane, tu reviens quand tu veux. Paul, de ton côté, tu reviens la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Ouais, puis on va peut-être se voir un dimanche en plus. Pas avec les croissants, je crois pas. Quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous parce qu'on vous réserve une petite surprise. Chut, on vous en dit pas plus. À la semaine prochaine. Au revoir.